hier, du coup, première soirée de match, première nuit de match. Est-ce qu'on peut dire qu'on est allé crescendo dans les performances ? Oui. Ouais. Voilà, Ouais. En tout cas, Dans on a l'intensité, surtout. eu une soirée vraiment en 2 parties. Hein. c'est clair. Il y avait une partie où on commentait du coup en live 2 matchs de blowout, hein, magnifique. Comme il y a marqué voilà, sur le bandeau de cette première partie, des matchs vraiment sans adversité sur le match. Hein, de là à tirer des conclusions sur la série entière. Ah oui, sur le match. Voilà, exactement. On va parler uniquement des matchs. Hein. C'est pas notre genre de dire directement bon bah allez c'est mort. Hein. Mais ouais, vraiment 2 parties où les 2 premiers matchs un peu blowout et les deux derniers par contre, le Cavs Knicks et le Sacramento Golden State, c'était du grand Mendes. Là, c'était du caviar. Hein. Ah, c'était. T'avais pas envie d'aller te coucher. Ah non, c'est clair. Donc, mais on parlera de basketball tout à l'heure. Là, on va parler un peu de départemental 2, on va dire. De hockey sur gazon. De quoi, Enzo ? De hockey sur gazon. Un peu, ouais. Hein. De hockey sur parquet. Hockey sur parquet, pardon. Parce qu'on a eu un premier match Nets Sixers qui s'est terminé par une victoire maîtrisée des Sixers de A à Z. Sans forcer. C'est exactement Alors, ça. sans forcer, sans Ouais. spécialement être bon non plus. En plus. Pardon ? Tu peux te rapprocher un peu parce qu'on te sent mal. Pardon, excuse-moi. Je disais sans forcer, sans spécialement être bon, en fait. Je maîtrise, je sais Oui, même pas non parce plus, que non plus. Bah, C'est ça. j'ai l'impression que les Sixers étaient à 70% et ils ont quand même gagné sans se faire peur. Donc effectivement, là pour le coup, ça peut être un peu inquiétant pour l'avenir de la série, effectivement. Sachant que comme tu as dit, Philly n'était pas au maximum, n'a pas forcé spécialement, et que de l'autre côté, Brooklyn était au-delà de ses capacités quand même en shootant à 65% au true shooting. C'est ça, Donc, ça, parce que je vois Taclac qui met sans être bon. Bah, c'est vrai que, en fait, Philly sans être bon, dans le sens où ça shoot à 47% au tir par rapport à 55% en général pour Brooklyn. T'as un Joel Embiid qui a pas forcé, mais qui a pas non plus été méga souverain et méga dominateur, parce que bon, 7 sur 15 au tir, il finit à 26 points, 5 rebonds. Bon, c'est un match correct, quoi, voilà. James Harden, l'adresse à 3 points très bien, l'adresse à 2 points, par contre, il était à 1 sur 8. Tu peux te dire que ouais, tu finis à 20 points d'avance en ayant... Franchement, je l'ai pas trouvé impérial. Il a été bon dans le tempo. Ouais, bah c'est là où on l'attendait, hein, de toute façon, chez les Sixers. C'est là où James Harden-là, ça peut être un difference maker pour les playoffs des Sixers. C'est dans la gestion du tempo, des temps forts, des temps faibles. Et bah, même s'il est un peu maladroit au tir, au lay-up, tout ce que vous voulez, bah, il arrivera quand même à mettre là, tu vois, encore une fois, 13 passes, 15 passes. Et du coup, bah, il va faire briller les autres sans vraiment que sa performance individuelle pénalise l'équipe, quoi. Et alors qu'en face, on a eu un Mikal Bridges. En fait, on avait Kawhi Leonard en première mi-temps. Un mode KG, c'était énorme. C'est ça qu'il dit. Mais puis en plus, même défensivement, des deux côtés du terrain, ça a été énorme. Ah bah il était partout de toute façon. On va parler tout à l'heure d'autres joueurs qui étaient un peu partout dans les matchs, mais là, Mikal Bridges, il était en attaque, en défense, porteur de balle, pas porteur de balle, défenseur, tout ce que vous voulez. Des shoots, laisse tomber, des équilibres, fade away, tout passait. Tout passait. Et mais malgré ça, bah, les Brooklyn, tu t'es un peu heurté au plafond de verre de ton équipe, un peu à ce manque de leader, ce manque de gros superstars. Ouais. J'ai envie de dire que c'est pas un plafond de verre, hein, c'est un plafond bien visible. Hein. Ouais. C'est un plafond visible. Rien que, voilà, c'est pas pour tirer sur l'ambulance, pardon, parce qu'il a été beaucoup décrié dans la soirée. Mais Dinwiddie, qu'est-ce que ça a été nul dans la gestion de la balle, dans son leadership, dans sa façon de mener les attaques. Qu'est-ce que ça a été nul! Mais vraiment. Et malheureusement,
tu voyais qu'il avait l'envie de bien faire, qu'il se disait ouais ça peut marcher ou quoi. Notamment le nombre de lobes incalculables qu'il Oh a là envoyé là. un peu au hasard, j'ai envie de dire. Enfin, dans l'idée c'était bon, mais dans l'exécution c'était horrible. Et c'est là que tu vois que en termes de talent, tu es bien loin d'être une équipe qui, si elle avait fait la saison entière ensemble, aurait été un seed 6, un très très loin de ce niveau-là. Donc ouais, c'est pas pour moi un plafond de verre, c'est un plafond qui est très visible et qui malheureusement fait que tu ne peux pas espérer plus que ce que tu as produit cette nuit, à mon avis. Ouais, c'est ça. Les lobes, franchement, ils ont cassé la tête. Hein. Oh, tu voyais des fois sur 2-3 actions de suite, lâcher des lobes. Mais en plus, c'est même pas des lobes lâchés dans le mauvais tempo ou quoi que ce soit. Il lâchait des lobes 3 mètres au-dessus du joueur. Enfin, c'était n'importe quoi. Non, c'était chaud. Et du coup... Mais d'ailleurs- Ouais, Enzo, du coup, tu voulais rajouter? Mais d'ailleurs, ça rebondit sur ce qu'on disait justement au moment de la deadline. Je me souviens au moment du trade de Kyrie, dans le sens où, bon, déjà, ça anticipait sans doute un trade de KD derrière, mais en fait, même avec KD, justement, comme vous disiez, on en rigole, mais Miles Bridges, c'était quasiment un Michael. KD au moins en premier mi-temps. Michael, hein, Donc, parce que Miles en fait, Bridges... même s'il avait eu KD, je pense qu'il aurait eu le même tarif quasiment. Attention, hein, Michael Bridges, parce que Miles Bridges, Ouais. c'est pas KD. Hein. J'ai dit Miles, pardon. Ouais. Pardon, non, T'as non, dit non. Miles. Miles Bridges, Jason Kidd. Miles Bridges, il joue à Fox River. Hein. C'est ça, il va se faire rejoindre par Mikey Williams bientôt en prison, dans le FC Prison, mais tranquille. Oui, bah, Ou pas, on aimerait d'ailleurs. bien qu'il soit plus dans le FC Prison que dans le FC NBA, mais bon. Ou c'est pas, un autre ouais, débat. pour Miles Bridges qui a été suspendu alors qu'il n'avait pas d'équipe. Et qui a Et- apparemment, il a purgé une suspension alors qu'il n'avait pas d'équipe. Il a Incroyable. purgé 20 matchs. Oui. Il a purgé 20 matchs. Un match sur 30, ouais. C'est assez incroyable, mais bon, ça restera une autre discussion. Du coup, bon, bien sûr, sans tirer sur l'ambulance, sans faire de conclusion hâtive, je pense qu'ici, on a tous les 4 mis Philadelphie gagnant. Est-ce que ça a changé votre pronostic en termes de vitesse de série ou vous Non. voyez quand même Brooklyn C'était attendu. C'était Non, attendu. je pense que Brooklyn peut en prendre un, Ouais. c'est jamais. Après, moi, je trouve ce qui Si a tu veux, bien moi j'étais déjà sur 4-0. donc. Moi, je trouve ce qui a bien Pardon, aidé. excuse-moi, Thibaut, je continue. Bien aidé Philly à rentrer dans son match, à gérer le tempo tout au long du match. En fait, c'est que d'entrée, en fait, ils ont mis leurs 3. Et ça les a bien aidés, je trouve. Hmm. Et tout le monde, que ce soit Ouais. Tucker, Tobias Harris, Harden, George Niang en sortie de banc, des trucs comme ça. Parce que je crois, sur pas de bêtises, mais vers la première mi-temps, ils shootent pas loin de 50% derrière l'arc. Bon, ça aide, quoi. Bah, Parce en que fait, c'est là. pourtant, Brooklyn n'est pas si loin. Non, c'est Moi, en fait, je ils sais végètent. pas vous, mais moi, les 3 premiers cartons, vous voyez que les Sixers étaient devant, que normalement ils allaient le prendre et que ça allait bien se passer. Brooklyn n'est pas loin, quoi. Non, ça c'est a ça. avoisiné les 10 points d'écart. Il végète à 7-10 points là, un peu en première mi-temps, comme ça, tu sens que au moindre petit run, ça peut revenir. Mais comme t'as dit, en fait, c'est là où c'est intéressant. Bon, alors déjà, parlons de Brooklyn et enfin, comment ils ont essayé de gérer la domination d'Embiid. On a vu qu'ils ont énormément pris à 2 directement Embiid. Le risque de cette stratégie, justement. Et voilà, et en fait, le risque de cette stratégie, c'est que forcément, qui dit prise à 2 dit qu'il y a un mec ouvert. Et Joel Embiid, c'est pas le pivot le moins doué à la passe de la NBA. Ah, du tout, loin de là. Ouais. Non, clairement, il a des bonnes mains, il a une bonne vision de jeu. Donc forcément, dès que tu vas dessus, il a trouvé les bons shooters. Et c'est là où ce roster de Philly, il est pour moi assez cohérent et assez complet. C'est que t'as DeAnthony Melton, George Niang, PJ Tucker. On a vu Paul Reed qui a fait un chantier aussi hier. Ouais. Après, Exceptionnel. faut doser avec Paul Reed. Et gros match. Mais non, mais gros match, évidemment, gros match. Mais j'ai vu des tweets. Paul Reed est le meilleur backup center qui a eu Embiid dans sa carrière. Dose. Non, mais bien sûr. C'est qu'un seul match. Il a fait un excellent match, c'est sûr. Mais c'est qu'un seul match. Dosons. Mais quand même, tu vois, Paul Reed, tu sors du match en 12 minutes, 11 points, 4 rebonds et 2 interceptions.
Mais enfin, normalement, tu vois, Paul Reed, c'est que du bonus ça. Mais t'as été bien servi par Harden, qui a profité des espaces et des décalages qui ont été faits. Donc stratégie perdante pour les Nets défensivement. À voir comment ils vont réagir au match 2. Mais Taclag, il nous dit tant qu'on fera jouer Paul Reed over Montrezl, ça sera pas mal. Putain, j'avoue. Mais ça, C'est ce que j'allais dire pour une fois, petit shout-out à Doc Rivers, parce qu'on a vu que 2 minutes de Montrezl et ça, c'est une grande nouvelle, les amis. et voilà, et franchement, ouais, exactement, Doc Rivers, bravo. Bravo, franchement. C'est bel ajustement, belle rotation. T'as Joel Embiid qui joue que 33 minutes en plus, donc il se fatigue pas trop. Tu sens bien que cette première série, elle est là pour les mettre en jambes, les Celtics. Les Sixers. Ouais. Les Celtics aussi, mais on y viendra tout à l'heure. Après, pour le coup, le fait est que là, effectivement, il y a eu un choix stratégique de doubler énormément Embiid, et où du coup, tu dois effectivement laisser des gars ouverts. Tu t'attends forcément à ce qu'il y ait du coup des 3 qui rentrent. Après, du coup, des fois, tu vas avoir des gars plus adroits que d'autres, etc. Et tu vas pouvoir choisir des priorités. C'est pas sûr qu'à chaque match, tu te retrouves dans une situation où tous les gars en face rentrent tous leurs tirs ouverts, tu vois. Parce que la première mi-temps, ouais, c'était vraiment ça. Peu importe sur qui Embiid ressortait, ça rentrait. C'était splash. Je suis pas forcément d'accord avec toi parce que déjà on a vu Embiid au début du match rater assez pas mal de tirs. Mais en sans fait, forcer. surtout, ouais, sans forcer exactement. Mais là où aussi, je trouve que tu réduis ton discours un peu trop au fait que les ballons ressortent lorsqu'Embiid est pris à 2. C'est que les Sixers ont été aussi très bons en contre-attaque, avec énormément d'interceptions. C'est simple, sur les 5 premières interceptions des Sixers, ça fait 15 points. Ça mène à 15 points, ouais, c'est ça. 15 points sur les 5 premières interceptions. Et là, on a eu des gars comme Tobias Harris, qui a été excellent aussi. On a eu des gars comme Maxi, qui a su aussi prendre les intervalles, intercepter des ballons. Et on a vu des gars comme Harden, qui savait parfaitement temporiser, jouer avec son corps pour chercher la bonne passe. Donc, je trouve que réduire la réussite au fait que Embiid ait bien ressorti les ballons sur les shooters lorsqu'il était pris à 2, il y a du vrai, évidemment. Mais c'est aussi une très belle adaptation des Sixers qui se sont dit ok, ils nous cassent les couilles un peu lorsqu'on est en demi-terrain parce qu'elle a pris à 2, donc il faut empêcher qu'ils arrivent sur demi-terrain. Et sur ça, gros crédit. Et oui, effectivement, même s'il n'y aura pas la même réussite tous les matchs, je pense que il restera quand même la capacité de s'adapter et l'intensité défensive nécessaire, ne serait-ce que pour faire des runs. Tu vois, typiquement, oui. Et oui, bah non, mais là, bien sûr que là, ça fout un coup au moral aux fans des Nets. Mais tu vois, quand on parle, ouais, ils vont pas toujours shooter je crois qu'ils sont près de 50% à 3 points. Je suis devant les stats. James Harden ne va pas shooter 0 lancers francs à tous les matchs aussi. C'est que James Harden n'a pas été sur la ligne des lancers hier. Et je sais, alors ça, faudra. savoir combien de fois ça lui est arrivé en playoff, tiens. Voilà, et je sais même pas la dernière fois quand est-ce que ça a été, tu vois. C'est dingue. Tu parlais justement Enzo, Tobias Harris, très bon match. Très bon match de Tobias Harris dans son rôle d'option 3 qui défend et qui spot-up shoot. Nickel. Et mais même en dehors de Tobias Harris, PJ Tucker, il fait un match solide. Hein. Tucker, les rebonds de malade qu'il a pris. Le gars, il était là que pour une chose, c'est casser les couilles. Et c'est ce qu'il a fait. Le scoring, il a pris 2-3 tirs dans le corner, il en a mis un. Merci, au revoir. 6 points, 7 rebonds, 2 passes, 5 interceptions. 5 interceptions pour PJ Tucker. Donc à lui et Tyrese Maxey, c'est 8 interceptions à eux deux, hein, quand même. Hein. Et ça, bah, quand t'as un mec comme Tyrese Maxey en plus qui te chipe le ballon, il y a de fortes chances que tu le retrouves 2 secondes après en dessous du panier à faire un lay-up, hein, le con. Hein. Pour la vanne, du coup, James Harden a 11 matchs dans sa carrière en playoff avec 0 lancé franc. Il y en a eu un l'année dernière avec Philadelphie contre Miami. Il y en a eu un avec Brooklyn contre Milwaukee. Il y en a eu un seul à Houston en 2016. Tous les autres, c'est l'époque d'OKC 2012 et avant. Voilà.
C'est rarissime ce qu'on a vu. Ouais. Donc non, grosse win des Sixers. Gros statement game en mode c'est bon, on est là, on préchauffe, on est même pas à fond et on met plus 20 aux Nets. Nickel. C'est en fait comment dire, la hiérarchie a été respectée tout simplement. Et de ce match a suivi. On pensait, on se disait, allez, franchement, ouais, Atlanta-Boston, ça peut être cool, ça peut être sympa. Bah, ça a été sympa pendant 5 minutes. Même pas. C'était. En rétro. Pour le coup, ce match, c'est encore plus une démonstration de dominance et de force. Parce que déjà que les Celtics n'ont pas énormément forcé non plus. Je me souviens, je crois que c'est fin du 3e quart ou début 4e quart. Les Hawks font un push. Ils passent de 30 points d'écart à 13 points d'écart. Ouais. 12 points d'écart même. Tamor Mazzulla, direct. Parce qu'il y a eu faute pour Bogdanovic, N1, moins 13. Tamor Mazzulla, moins 12 après le lancer. Et là, 9-0, d'un coup. Alors Ford qui met le gros shoot, un des gros shoots dans le corner. Et là, tu sens que chez les Celtics, déjà, tu as un as sous la semelle, déjà, concrètement. Tatum, il a été assez discret en soi. Bah, en vrai, il a été incroyable dans le premier quart pour mettre le couvercle en mode bon, allez, c'est bon, on finit de rigoler. Il n'y a pas de ralentir. Il n'y aura pas de série. Exactement. Et après, quand il y a eu l'écart, bah, il a géré, quoi. Il a un peu croqué sur la fin, mais bon. Il a un peu croqué sur la fin parce que il se fait plaisir aussi, mais en soi, il n'a pas forcé. Brown n'a pas forcé non plus. J'ai pas en mémoire énormément de jeux en ISO, alors que concrètement, tu peux le faire avec. Le seul qui en a fait, c'est Tatum lorsqu'il avait Capella sur lui. Mais sinon, il n'y en a pas eu sur Trae Young. Ils sont pas allés chercher non plus là où ça fait mal. Ils ont joué leur jeu. En fait, ils se sont pas adaptés à l'adversaire. Ils ont joué leur jeu normalement. Et Atlanta n'a pas, su trouver des armes pour ne serait-ce faire bonne figure. Et c'est là que je me dis que là, pour le coup, c'est une vraie dominance. C'est le Celtic, c'était quand ils voulaient. Moi, je les attendais pas à ce niveau-là. Je le disais en live. J'attendais vraiment les Celtics peut-être aller sur ce Game 1 en mode bon, ça fait près d'une semaine qu'on n'a pas joué, on est à domicile, rodage, tu vois, on démarre tranquille. Les cons, ils ont fait du 0 à 100 en 2 secondes 2 là, c'était... Il y avait pas... Complètement. Ouais, Enzo ? Complètement, et dans le sens où je suis un peu du même avis que toi, dans le sens où pas que je les attendais pas aussi fort sur la série. De toute façon, j'attends, on l'a vu hier sur les brackets ouvertes, j'attends les Celtics très 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 fort, mais j'attendais pas forcément effectivement dès le Game 1 avec ce temps-là, plus le côté Atlanta qui pour le coup eux étaient normalement dans le rythme, venaient de sortir donc le hit au play-in. Avec vraiment un match très correct, avec de l'intensité, avec tout ça, etc. Je m'étais dit, je vois pas comment Atlanta peut filer une opposition sérieuse aux Celtics, mais sur un coup de ruse, prendre le Game 1 pour se faire gentleman sweep derrière, ça me paraissait plausible. Là, waouh! Surtout que Atlanta avait pour eux le fait d'être en rythme et en confiance à la suite du play-in. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je me suis dit, bon, allez, il y a une équipe qui est un peu peut-être en manque de rythme. L'autre qui a battu Miami de belle manière quand même. Tout de même, ils avaient fait un bon match. Mais alors, on a eu une bouillie d'adresse au tir de la part des Hawks. Parce que là, on a beaucoup parlé des Celtics. Gros match, grosse défense, grosse victoire collective. De toute façon, combien de joueurs a plus de 10 points ? 5. Voilà. 5 à plus de 10 points, 3 à plus de 24 points. Bon, voilà. Dans un gros blowout, il y a eu plus 30 à la mi-temps. Au final, il n'y a que 13 points d'écart. Mais parce que, bon, Joe Mazzulla lui-même, il l'a dit, offensivement, on s'est un peu reposé, quoi. 17% à 3 points, les Hawks. 17% à 3 points, quoi. 5 sur 29. Et encore, je crois qu'il y en a 2-3 de suite de la part de Saddiq Bey et Bogdanovic qui participent justement à ce run pour revenir à moins 12.
Mais c'est chaud. Au global, c'est chaud. ça shoot à 39%. Dejounte Murray, il a eu tellement de mal. Trae Young, mon Dieu, ce match. Oh, c'était... Mais enfin nous, on en avait fait une session vanne en direct. On était avec la soundboard et on lançait des vannes à Trae Young parce que l'autre, il était perdu sur le terrain. Il se tapait Derrick White pour arriver sur la moitié de la moitié de terrain des Celtics. Hop, ça prend un screen. Merde, ça se retrouve face à Horford. Hop, un autre screen. Merde, c'est Jaylen Brown. Oh bordel, Non, le mais coquin. Trae Young a prouvé qu'il n'était pas prêt physiquement déjà pour ce genre d'opposition, qu'il n'était pas non plus prêt mentalement, parce que dans son body language, je l'ai senti très frustré, très perdu. Mais je l'ai aussi Clairement, il senti était- très défaitiste dès le Oui, départ. c'est ça. C'est que il a. Il était pas dedans. Mais quand t'es très young, tu commences par un 0 sur 7 au tir avec 0 assist et 3 pertes de balles. Tu sais dès le début que tu arriveras à rien, non pas que sur ce match, mais dans cette série. Et déjà, ça montre qu'aujourd'hui, Trae Young a énormément d'axes de progression. Et ce qui inquiète, c'est de savoir est-ce qu'il peut vraiment progresser sur ces axes-là, à savoir muscler son jeu, à savoir jouer de son corps, de ses épaules. Mais sinon, très, très, très peur pour Trae Young sur la suite de cette série. Oui, j'ai l'impression que tu vois, quand je te dis, il était défaitiste, il se faisait bully, et t'avais pas l'impression d'avoir une réaction d'orgueil. Et comme nous demande Gvinout là sur le chat pour la première fois, donc bienvenue, Trae Young, mon Dieu, cette saison quoi. Enfin, et là, hier soir, j'ai pas l'impression non plus, tu vois, comme on a parlé d'Arden, il était en difficulté au tir, mais dans le playmaking, je l'ai même pas senti sécure dans sa protection du ballon, dans sa gestion des du tout. possessions. Pas du tout. Je pense que quand il a Parce qu'il avait pas la tête ailleurs non plus. Mais il Peut-être avait ailleurs. tout. Ouais, mais je pense que c'est ce qu'Enzo a bien souligné aussi. Rumeur de c'est trade. qu'il a été tout de suite au début à 0 sur 7, 3 pertes de balles, rien du tout. Et il est complètement sorti de son match directement en fait. Avec la grosse défense très rapide des Celtics, je pense qu'après il a été c'était déjà trop tard. Quoi. Et vous voulez savoir ce Parce que que le tu plus me drôle, dis, quoi? c'est qu'il est venu au match avec un shirt Kobe Mamba Oui. Mentalité. Oui, Oui. ça c'était Oui, drôle. ça, On c'est l'a vu arriver, incroyable. on a fait oula, attention. Oh la petite. Est-ce que c'est une provocation pour Jason Tatum? Non, Mais finalement. le Donc. fait est que, d'ailleurs, en soi, le fait d'être défendu et d'être gêné par des Derrick White, des Jaylen Brown, des mecs comme ça, des Marcus Smart, c'est normal. Enfin, c'est à peu près normal. Oui, ça arrive à des gens bien. Hein. N'importe qui, ça arrive à des gens bien. Par contre, tu vois, quand t'arrives encore à être gêné alors qu'on switch sur Al Horford, j'adore Al Horford. C'est un mec, voilà, expérience, tout ça, machin. Il a à la base de la bonne défense. C'est quand même un mec de plus de 35 piges qui a des cannes de 6 mètres de long, donc du coup, qui doit être quand même un peu plus lent, etc. Je suis désolé, mais quand tu switches sur Al Horford et que tu t'appelles Trae Young, tu dois le malmener. Mais c'est ça. C'est clair. On a vu dans d'autres matchs, dans d'autres match-up, dès qu'il y a un switch, il est puni le switch. Mais là, Trae Young, t'as l'impression qu'il est pas assez musclé entre guillemets, mais son jeu n'est pas assez solide pour ce genre d'opposition. Et par contre, en plus, il peut même pas servir de son gabarit pour essayer de varier son jeu parce que son jeu off-ball. On nous a dit qu'il avait le même jeu off-ball que Stephen Curry. Bon. Ah, je suis gêné. Bon, voilà. Mais bon, c'est... Brandon Inouye, lorsque tu n'es pas dans ton match offensivement, parlons pour un meneur, tu dois exister par ta création. Le problème, c'est qu'il a une... Ouais, c'est ça. C'est ça. Et est-ce que Trae Young ne se voit pas plus beau qu'il ne l'est ? Nous, on l'a évoqué plusieurs fois ici en stream, c'est que est-ce que Trae Young, c'est vraiment un franchise player d'une équipe qui veut aller loin ? C'est ça le truc en fait, c'est que là tu vois, si la série contre Boston ça se passe très mal, ce qui risque d'arriver si ça continue comme ça, tu mets cette série là bout à bout avec la série contre Miami,
les questions, le dossier va s'ouvrir. Hein. Très fort. Mais en l'état, non. Mais en fait, le fait est que si on y regarde bien, c'est aussi nos exigences rapides et tout vis-à-vis de la NBA. Il y a combien de joueurs de l'âge de Trae Young ou plus jeunes que Trae Young qu'en sont des franchise players sur lesquels tu peux compter aujourd'hui pour aller loin? Bah, il a pas le même âge, Tatum? Tatum, non, il a 24-25. Il a 1 an de plus, il me semble. Hein. Tatum, c'est pas la draft juste avant Trae Young 2017? Je sais plus exactement. Mais après, même, tu vois, genre, ça va peut-être être blasphématoire ce que je vais dire et je m'en excuse d'avance. Mais aujourd'hui, pour des playoffs, je dis bien pour des playoffs, j'ai peut-être plus envie de miser et de construire autour de Anthony Edwards que de Trae Young. Tu vois, c'est des gars. Dans les deux cas, c'est pas des franchise players sur lesquels tu peux t'appuyer pour aller loin aujourd'hui. Non, j'ai pas dit que. J'ai pas dit qu'Anthony Edwards il sera 4 fois Final MVP et tout. J'ai dit juste que en termes de probabilité et d'espérance, je me dis que parier sur Anthony Edwards, c'est moins risqué, même si c'est pas une valeur sûre, moins risqué que Trae Young. Parce qu'il a plus le gabarit adapté à ce genre de confrontation. Déjà ça, il a plus, j'ai envie de dire aussi, le leadership et le mental. Après, si je peux faire l'avocat du diable et l'avocat de Trae Young pour une fois, faut pas oublier que Steph Curry, parce qu'on le compare très souvent avec lui, il explose lorsqu'il a 25-26 ans. Oui, mais parce qu'il explose aussi parce qu'il a ses problèmes de cheville. Trae Young, pour l'instant, il joue. Il explose aussi parce qu'il y a enfin la sauce collective qui prend aux Warriors. Donc, je ne veux pas dire que Trae Young dépend de son collectif en termes de défaite, que les défaites et les échecs de Trae Young dépendent de son collectif, pardon. Mais forcément, c'est pas non plus l'effectif le mieux construit pour lui, dans le sens où tu n'as aucun poseur d'écran off-ball, mis à part Capella. Et on lui demande de jouer off-ball, mais il n'a pas les écrans qu'a Steph Curry. Il n'a pas les menaces autour qu'a eu Steph Curry pendant longtemps. Donc, je pense qu'il a encore du temps devant lui. Je pense qu'il lui reste à Atlanta au moins encore une saison. Mais après, c'est sûr que ça va commencer à piquer. Chibo lui-même parlait de trade. Bah, c'est sorti. Quand tu vois que Dejounte Murray, finalement, Dejounte, il fait pas un match si dégueu que ça. Même si... Bon, voilà, il a mis des points aussi dans des moments où il y avait un gros écart. Moi, ce qui m'a choqué, j'attendais beaucoup de DeAndre Hunter là sur ce match-là, surtout défensivement. Oh, le pauvre, il s'est fait ouvrir. Hein. Un chasseur sachant chasser. Ah non, mais là, DeAndre Hunter, la comparaison avec Kawhi, on est plus Patrick Williams. Là, pour l'instant, il s'en rapproche plus. Hein. Moi, je pense aussi que les Celtics, quelque part, ont conscience que la campagne peut s'arrêter dès le prochain tour. Que ça serait une vraie désillusion. Ouais. Que, du coup, ils ont fait le choix de... on va pas jouer avec le bouton on-off. Et on va faire le minimum, entre guillemets, d'efforts d'entrée. Dire, quitte à mettre 4-0, 4-1, 4-2, ce que tu veux. Mais au moins, on produit, que ce soit offensivement ou défensivement. Comme ça, au moins, on sera pas entre guillemets déboussolé si logiquement t'arrives face à Philly et que là tu devras faire certains efforts que t'as pas fait à la série d'avant, etc. Et du coup, ça ne facilite pas du tout le travail en face, que ce soit pour Trae Young, Dejounte Murray, enfin tous les joueurs des Hawks, du coup qu'on est en train d'un peu de on est en train de taper dessus parce que le match il est horrible quoi. Enfin, ouais, bien sûr, mais après quelque part aussi il fallait s'y attendre. Laissons le temps à Snyder, le temps d'installer quelque chose et tout ça. Est-ce que ça va être avec Trae Young ou pas, tu vois? Faut voir. Est-ce que ça va être qu'avec Capella? Il y a Capella justement que Brandon il demande l'utilisation de Capella. Bon, moi j'ai trouvé qu'il était pas forcément assez touché en attaque. Même si ça restera pas Karl Anthony Towns, mais à un moment donné, dans le run là qu'ils font pour revenir à -12, Capella il est touché 2-3 fois de suite à l'intérieur pour mettre des petits hooks, enfin des petits paniers tranquilles. C'est là aussi où tu peux, au cas où, faire des fautes à Robert Williams à Horford.
forcément. Et 2, bah tu sais Si, jamais, vraiment, Capella, il peut te les mettre les 10-15 points, honnêtement. Si. Non, Tu mais- peux me permettre Ah. Vas-y, Vas-y, Enzo. Non, vas-y, Non, toi, vas-y, t'inquiète. vas-y. Non, vas-y, Mais toi. ouais, Capella, après, il a eu en face un Robert Williams qui avait l'air de retrouver vraiment son meilleur niveau. Et moi, ce qui m'impressionne vraiment défensivement chez Rob Williams, c'est son côté pogostique, où il est capable d'enchaîner les sauts pour contrer, pour prendre des rebonds, pour prendre tout ça, etc. Et il a emmerdé vraiment beaucoup de monde. Et le fait qu'il y ait eu beaucoup moins de points dans la raquette, Rob Williams, il n'y a pas du tout été étranger. Hein, Ah non, mais bien Putain. sûr, ça, Mais- ça reste une, ça reste. Enfin, franchement, je l'ai dit moi-même sur Twitter. Moi, la capacité qu'a Robert Williams à sauter 3 fois en 30 secondes, moi, c'est quelque chose qui m'hallucine. Le mec, au niveau du dynamisme dans ses chevilles, je sais pas dans quel labo il a été créé, mais il s'en sort qu'avec 2 fautes. Pour moi, entre Okongwu, Capella et Collins, enfin voilà, tu dois pouvoir aller les marteler. Et essayer au moins de faire provoquer des fautes. J'ai l'impression que tous les Enzo de ce monde disent des choses de fou parce que j'ai dirais exactement la même chose. Capella, il a 42 ans et pourtant c'est le fils de Robert Williams qui a 22 ans. C'est une folie quand même de se dire ça. C'est la première fois que je vois ça. Mais tu me parles de Capella, oui, il a mis 2-3 hooks, mais parce qu'il n'est pas défendu de la même façon que d'autres intérieurs. Il peut rien faire quand il est loin du cercle comme le poussent Horford et Rob Williams. Par contre, là que je trouve dommage, c'est premièrement que Collins ne soit pas si cherché que ça, notamment sur pick and roll. J'ai pas souvenir d'avoir vu énormément de pick and roll Trey Collins, alors que ça peut faire très mal. Bien sûr. Mais là où je le comprends, c'est que hier, et même une tendance depuis quand même quelques matchs, quelques saisons, j'ai envie de dire, Collins pue la merde. Il pue la merde. Et que ce soit défensivement et offensivement, le gars chaud. vit sur une série contre les Sixers où il a été génial, faut le dire, mais où les Sixers étaient nettement diminués aussi. Et il a fait un braquage en se basant sur cette série-là. Et depuis, on a des attentes beaucoup trop hautes pour pardonnez l'expression, mais le débile qu'il est. Parce qu'un gars que je vois jouer comme Collins, c'est un débile. Ouais, c'est ça. Les comparaisons avec Kawhi, je trouve ça aussi injuste pour lui que pour Pat Williams. Bah, en fait, c'est pour DeAndre Hunter, c'est pour le profil du joueur. En fait, tu vois que c'est un joueur long qui est capable d'être bon défensivement et tout ça, donc c'est pour ça. Mais bon, du coup, un gros blowout, aucun suspense à part là quand ils sont revenus à -12. Là, on se disait en live, mais peut-être. Et si les Celtics ils choquent ça dans l'histoire des choke all time, on serait pas mal. Mais non, ça a bien géré jusqu'au bout. Et est-ce que Miami... Miami c'est ce soir, on verra ça tout à l'heure. Est-ce que Atlanta, Bon, là, t'as eu une grosse défaillance. Je l'ai dit, moi, sur Twitter. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais est-ce que si t'es Atlanta, et on finira là-dessus, tu te dis, là, après ce match-là, bon, les gars, y a rien qui est rentré. Derrick White, tout le temps, ça rentrait. Il y avait des shoots, ça rentrait tout le temps. Est-ce que finalement on se dit, bon, allez, le prochain match, pas de leçon à tirer, et nous c'est un match sans, eux ils ont tout rentré. Est-ce qu'on part sur ça? Thibaut, vas-y, on t'a pas beaucoup entendu. Moi, je pense que après qu'ils se fassent sweeper ou qu'ils en prennent un, ça changera strictement rien en fait pour Atlanta. Genre ils savent très bien qu'ils vont sortir au premier tour. Ce sera pour l'honneur. Après, exactement. Après, c'est à eux de voir de quelle manière ils vont sortir. L'honneur. Comme s'il y en avait encore à Atlanta. Oh, Non mais t'as vu, tu... je vais prendre un exemple, par exemple celui des Nets l'année dernière qui se font sweeper. Ils en prennent un. Mais ils sont sweepés avec honneur parce qu'il faut savoir que sur l'ensemble de la série, il me semble qu'il y a 5 ou 7 points d'écart sur tous les matchs. Ouais, oui, je préfère mais tu vois, oui, je vois ce que tu veux dire. Ça reste un sweep, tu vois. Oui, bien sûr. Je pense que même le front office, en fait, il regarde les playoffs, mais ça parle d'autre chose, en fait. Ouais, et je pense que si les rumeurs de trade de triangle sont sorties avant, qu'il y a une raison. Que, en vrai, je vais pas dire que la série s'en fiche.
très bien qu'ils vont sortir, quoi. Donc, Ouais. comme j'ai dit, 4-1, 4-0, vas-y, on s'en fiche. Nous, on va travailler cet été, on va voir comment qu'on peut faire avec ce roster, qu'est-ce qu'on doit changer, quelles pièces on doit apporter. Et... Voilà, parce que après, le problème des Hawks, c'est qu'ils rapidement aborder le sujet, c'est qu'ils vivent sur leur campagne de playoff 2021, quoi. C'est ça. Ils vivent Que sur une on disait, défaillance. ils ont sorti une incroyable série contre Philly, où ils ont tous été exceptionnels. Mine de rien, ils sortent en 6 contre les Bucks, donc ça reste quand même honorable. Même Trae Young, ça avait beaucoup fait parler l'année dernière, quand il avait sorti, ouais, c'est démoralisant de jouer la régulière Oui. en attendant des playoffs. Mec, t'as Ben fait ouais. une finale de conf, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que miraculé. C'est ça. Et à un moment donné, faut redescendre sur terre et voir, comprendre et apprendre que en fait ton roster, ouais voilà, il en est là, quoi. Il a le niveau de premier tour de playoff où tu prends un sweep au 4-1, quoi. Ouais, Chaotic Et ça, kilomètre c'est- 2021, ça sort contre les Bucks sans Yanis, hein, qui se blesse justement C'est sur. c'est à l'image c'est à l'image aussi de la fanbase qui elle aussi vit un peu sur ses... prend cette série de 2021 contre les Sixers comme acquise, comme niveau établi de cette équipe. Alors que non. Alors que non, et on l'a vu cet été quand la plupart on voyait les Hawks en play-in et qu'on s'est pris une sauce, tu vois. Ouais, Donc c'est clair. c'est vraiment t'as touché vraiment le cœur du problème à Atlanta. On ne sait pas se remettre en question et on ne sait pas vraiment situer notre vraie place. Et comme tu l'avais aussi abordé, Enzo, les pick and roll, faut y aller, quoi, avec Capella ou Et même Collins. Collins, parce que en 2021, c'était pick and roll sur pick and roll, en fait. Mais Ah, et surtout, T'es allé. on voit énormément de pick and roll. Enfin, dès qu'il y a un pick, c'est du roll, mais on ne voit aucun pick and pop. Aucun. Alors Ah, que t'as c'est pas quoi forcément le. Mais quoi? Mais mon pote, rien que je te jure, j'ai regardé Avec tous les Collins, matchs oui, des mais. Pistons. Non, mais tous les matchs des Pistons depuis 3 ans, Saddiq Bey est capable de faire des pick and pop. Ouais. Pourquoi tu ne fais pas des pick and pop avec Saddiq Bey? Sachant que il est costaud, il a des épaules larges, il peut te poser des écrans sur des Derrick White, sur des Marcus Smart. Et après il pop, tu lui renvoies la balle. Là, Cash, il a la triple menace. Et là, tu mets en danger la défense des Celtics parce que tu as un pop qui est mobile. Ouais, c'est ça. Donc, Trop fort, en je plus, comprends pas. bien utilisé. Hein. Ouais, bien sûr, Donc, bien sûr. donc voilà, on verra au Game 2 du coup dans quelques jours là comment va s'adapter Quinn Snyder. Ça va être intéressant du coup de voir justement comment est-ce qu'ils vont jouer. Est-ce qu'ils vont plus axer sur le pick and roll, pick and pop? Est-ce qu'il va y avoir un changement dans le 5 majeur? Parce qu'on l'a pas dit. Mais pour vite fait, Joe Mazzulla, très très bon ajustement pour mettre Rob Williams sur le banc et mettre Derrick White en titulaire pour justement avoir cette paire Marcus Smart, Derrick White pour gérer du coup le duo Trae Young des Murray. Et on n'a pas vu Grant Williams non plus. Et on n'a pas vu Grant Williams, effectivement. Donc ça reste une arme qui est disponible. Donc les Celtics, ils en ont sous le pied, je pense. Atlanta aussi. Mais faut que ça rentre. Là, faut que l'adresse Trae Young, faut que t'ailles... Je crois qu'il a été 4 fois sur la ligne des lancers. Il a 4 ou 5 lancers seulement. Faut qu'il aille agresser beaucoup plus en pénétration et essayer de faire des fautes. Pas possible autrement.